La chaleur de cette matinée lyonnaise semblait peser sur les épaules de Marie Lefebvre comme un fardeau invisible. Ses mains tremblaient légèrement en serrant le manche de son balai, et ce N n'était pas seulement à cause de la température étouffante qui envahissait déjà les couloirs poussiéreux du Hôtel Lumière. À 53 ans, Marie avait vu défiler tant de bâtiments abandonnés, tant de vies oubliées entre ces murs décrépits qu'elle pensait ne plus jamais être surprise par ce que ces journées de nettoyage pouvaient lui révéler. Pourtant, en ce matin de juillet 2013, quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air vicié de cet ancien palace, une sensation qui lui nouait l'estomac sans qu'elle puisse l'expliquer. Le Hôtel Lumière avait autrefois été le symbole de l'élégance lyonnaise. Dans les années 90, ces salons aux lustres étincelants avaient accueilli des hommes d'affaires influents, des politiciens discrets et des négociations qui façonnaient l'avenir de la ville. Mais cela, était avant. Maintenant, seules demeuraient les traces fantomatiques de cette grandeur passée, des tapisseries déchirées qui pendaient tristement le long des murs, des planchers grinçants qui protestaient sous chaque pas, et cette odeur particulière de poussière mêlée à l'humidité qui s'accroche aux souvenirs comme une seconde peau. Marie avait accepté ce travail de préparation à la démolition parce qu'elle avait besoin d'argent, tout simplement. Veuve depuis 5 ans, elle élevait seule sa petite fille Léa, et chaque euro comptait pour maintenir à flot leur petit appartement de la banlieue lyonnaise. Mais au fur et à mesure qu'elle parcourait ces couloirs interminables, elle commençait à regretter sa décision. Il y avait quelque chose de profondément mélancolique dans cette tâche, comme si elle participait à l'effacement définitif d'une époque révolue. En montant au 3e étage, ses pas résonnaient étrangement dans le silence. Les fenêtres aux vitres brisées laissaient filtrer une lumière blafarde qui dessinait des ombres dansantes sur les murs écaillés. Marie s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, observant les débris de plâtre qui jonchaient le sol. C'est alors qu'elle remarqua cette poutre mal ajustée, légèrement décalée par rapport aux autres, comme si elle avait été déplacée récemment. Son instinct de femme de ménage, aiguisé par des années à débusquer les moindres détails négligés, la poussa à s'approcher. Peut-être y avait-il là un nid d'oiseaux ou quelques détritus abandonnés par des squatteurs. Mais lorsqu'elle écarta délicatement la poutre avec son balai, son cœur fit un bond dans sa poitrine. Là, dans cette cachette improvisée, reposait une mochila de cuir marron, étonnamment préservée malgré les années d'abandon du bâtiment. Marie resta figée pendant de longues secondes, fixant cet objet incongru. Sa première réaction fut de reculer, comme si cette découverte représentait un danger. Dans son esprit tourbillonnaient 1000 questions. Que faisait cette mochila ici? Depuis combien de temps était-elle cachée? Et surtout, pourquoi avait-elle l'air si bien conservée alors que tout autour d'elle portait les stigmates du temps et de l'abandon? Ses mains tremblèrent lorsqu'elle se décida enfin à la saisir. Le cuir était souple sous ses doigts, presque neuf. Elle l'ouvrit avec précaution, s'attendant à découvrir les affaires banales d'un ancien client de l'hôtel. Mais ce qu'elle trouva la laissa sans voix. Des documents soigneusement rangés, une carte des étudiants plastifiée et au fond, une caméra jetable dont le flash semblait encore fonctionnel. Le nom inscrit sur la carte d'identité universitaire fit battre son cœur à tout rompre. Julien Morel. Ce nom résonnait dans sa mémoire comme un écho douloureux du passé. Toute la région lyonnaise se souvenait encore de cette tragédie qui avait marqué le début des années 2000. Julien Morel, le fils du puissant entrepreneur Étienne Morel, avait disparu en octobre 2002 après une soirée étudiante. L'affaire avait fait la une des journaux pendant des mois, mobilisant la police, émouvant l'opinion publique, mais aucune trace de lui n'avait jamais été retrouvée. Marie s'assit lourdement sur une caisse poussiéreuse, tenant encore la mochila contre elle. Ses pensées se bousculaient. Elle se souvenait parfaitement de cette période, car son propre fils Antoine avait alors l'âge de Julien. Elle avait suivi l'affaire avec cette angoisse particulière que ressent toute mère lorsqu'un jeune homme de l'âge de son enfant disparaît sans laisser de traces. Les recherches avaient duré des mois, impliquant des centaines de bénévoles, des chiens renifleurs, des plongeurs qui avaient ratissé la Saône et le Rhône. Mais Julien Morel S. était volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. Et voilà qu'11 ans plus tard, cette mochila surgissait des entrailles du Hôtel Lumière, comme un message du passé,
qui refusait de rester enterré. Marie sentit une sueur froide couler le long de son dos. Elle réalisa qu'elle tenait entre ses mains peut-être la première véritable piste depuis des années, et cette responsabilité lui pesait déjà comme un fardeau. Elle feuilleta délicatement les documents. Il y avait là des reçus datés d'octobre 2002, des tickets de cinéma, des notes de cours et surtout une feuille manuscrite qui mentionnait un rendez-vous pour le 15 octobre 2002, soit 3 jours avant la disparition officielle de Julien. L'écriture était nette, appliquée, celle d'un jeune homme consciencieux. Mais ce qui troublait Marie, était le ton de cette note. Dernier essai. Si G refuse encore, je n'aurai plus le choix. Qui était ce mystérieux G? Et quel choix Julien envisageait-il? Marie sentit un frisson la parcourir. Elle avait l'impression de tenir entre ses mains les derniers mots d'un jeune homme qui pressentait peut-être son destin tragique. La caméra jetable l'intriguait particulièrement. Pourquoi Julien l'avait-il conservée dans sa mochila? Que contenaient ces photos non développées? Marie la retourna dans tous les sens, remarquant que plusieurs clichés avaient été pris, mais que le film n'avait jamais été développé. Était comme si le temps était arrêté en octobre 2002, figeant à jamais les derniers instants documentés de la vie de Julien. L'émotion la submergea soudain. Elle pensait à Étienne Morel, ce père qui avait vieilli prématurément après la disparition de son fils unique. Elle l'avait aperçu parfois dans les rues de Lyon, toujours impeccablement vêtu mais le regard hanté par cette absence qui ne se comblait jamais. Comment réagirait-il en apprenant que des traces de Julien venaient de ressurgir? Y verrait-il un espoir ou une cruelle remise en cause du deuil qu'il tentait de faire depuis tant d'années? Marie referma délicatement la mochila et se leva. Ses jambes étaient lourdes, comme si cette découverte avait multiplié son poids par 10. Elle savait qu'elle ne pouvait pas garder cela pour elle. Cette mochila appartenait à l'histoire de Lyon, à une famille brisée, à une enquête inachevée. Mais elle savait aussi qu'en contactant les autorités, elle allait déclencher un processus qu'elle ne pourrait plus contrôler. En redescendant les escaliers grinçants, Marie repensait aux circonstances étranges de sa découverte. Cette poutre déplacée, cet emplacement si précis, cette conservation parfaite malgré les années, tout cela ne collait pas avec une disparition accidentelle. On aurait dit que quelqu'un avait soigneusement caché cette mochila, avec l'intention qu'elle soit retrouvée un jour. Mais qui? Et surtout, pourquoi maintenant? Une fois arrivée au rez-de-chaussée, Marie s'installa dans l'ancien hall de réception et sortit son téléphone portable. Ses doigts hésitèrent au-dessus des touches. Composer le numéro de la police signifiait ouvrir une boîte de Pandore dont personne ne pouvait prédire les conséquences. Mais ne rien faire revenait à trahir la mémoire de Julien et l'espoir de sa famille. Finalement, elle tapa le numéro des services de police de Lyon. Lorsque la standardiste décrocha, Marie prit une profonde inspiration et dit d'une voix qu'elle voulait ferme « Bonjour, je souhaite signaler la découverte d'objets qui pourraient être liés à une ancienne enquête. Il s'agit de l'affaire Julien Morel. » Le silence qui suivit au bout de la ligne lui confirma que ce nom résonnait encore dans les mémoires. Quelques minutes plus tard, on lui passait le commissaire Arnaud Marchand, un homme d'une 60aine d'années qui avait justement participé aux recherches initiales en 2002. Sa voix était grave, teintée d'une fatigue accumulée au fil des années, mais Marie y décela immédiatement un regain d'intérêt. « Madame Lefebvre, pouvez-vous me décrire exactement ce que vous avez trouvé ?» demanda-t-il avec une autorité bienveillante qui rassura un peu Marie. Elle lui raconta dans le détail sa découverte, l'emplacement de la mochila, son état de conservation, les documents qu'elle contenait. Le commissaire, écouta sans l'interrompre, prenant des notes. Marie sentait qu'il pesait chaque mot, chaque détail. « Madame Lefebvre, je vais envoyer une équipe sur place dans l'heure qui suit. Il est très important que vous ne touchiez plus à rien et que vous ne parliez de cette découverte à personne pour le moment. Cette affaire est très délicate et nous devons procéder avec la plus grande prudence. » Après avoir raccroché, Marie resta assise dans ce hall déserté, la mochila posée sur ses genoux comme un trésor fragile. Autour d'elle, les fantômes du passé semblaient s'animer. Elle imaginait Julien Morel arpentant ces mêmes couloirs 11 ans plus tôt, peut-être accompagné, peut-être inquiet, cachant cette mochila dans sa poutre avant de disparaître à jamais. Le temps sembla suspendu jusqu'à l'arrivée de l'équipe de police.
Le commissaire Marchand était un homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants et aux rides creusées par des années d'enquête difficiles. Mais ses yeux bleus restaient vifs, perçants, et Marie comprit immédiatement qu'elle avait affaire à un professionnel expérimenté. « Montrez-moi exactement où vous avez trouvé cela », lui demanda-t-il après l'avoir salué avec courtoisie. Ils remontèrent ensemble au 3e étage, suivis par 2 techniciens qui allaient procéder au relevé d'indices. En découvrant la poutre déplacée et l'emplacement précis de la cache, le commissaire Marchand fronça les sourcils. « C'est effectivement très étrange, » murmura-t-il. « Cette poutre a été déplacée récemment. Regardez les traces dans la poussière. Mais les documents que vous avez trouvés datent bien de 2002. » Marie sentit son cœur se serrer. « Vous pensez que quelqu'un l'a placé là exprès? C'est une possibilité que nous devons envisager. Soit Julien Morel lui-même a caché cette mochila en 2002, soit quelqu'un d'autre l'a fait, soit enfin, quelqu'un l'a déposée ici récemment. Dans tous les cas, cette découverte change potentiellement la donne. Pendant que les techniciens s'activaient, photographiant chaque détail, prélevant des échantillons de poussière et de fibres, le commissaire Marchand interrogeait Marie sur les moindres détails de sa découverte. Il voulait connaître l'heure exacte, ses gestes précis, ses impressions, tout ce qui pourrait l'aider à comprendre les circonstances de cette trouvaille inattendue. « Madame Lefebvre, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Des véhicules inconnus dans les parages, des personnes qui traînaient autour du bâtiment ?» Marie réfléchit intensément. « Non, commissaire, je travaille ici depuis 1 semaine et je n'ai rien vu d'anormal. Mais il est vrai que cet endroit est tellement isolé. N'importe qui pourrait s'y introduire sans être vu. » Le commissaire hocha la tête pensivement. Il observait les lieux avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait passé sa carrière à décrypter les secrets que cachent les pierres et les murs. Le Hôtel Lumière lui évoquait tant de souvenirs. En 2002, ils avaient bien sûr fouillé cet établissement, mais de manière superficielle. Julien Morel était censé avoir disparu après une soirée en centre-ville. Et rien ne les avait amenés à soupçonner un lien avec cet ancien palace. « Commissaire ?» l'interpella l'un des techniciens. « Nous avons terminé les relevés. Souhaitez-vous que nous procédions au développement de la pellicule sur place ?» Marchand réfléchit un instant. « Non, nous allons rapporter tout cela au laboratoire. Cette affaire mérite qu'on y consacre tous les moyens nécessaires. » En redescendant vers le hall, Marie osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Commissaire, pensez-vous vraiment que cette découverte pourrait relancer l'enquête ?» L'homme s'arrêta et la regarda avec gravité. « Madame Lefebvre, l'affaire Julien Morel n'a jamais été officiellement fermée. Elle a été classée sans suite faute d'éléments nouveaux, mais nous n'avons jamais cessé d'espérer une piste. Votre découverte constitue le premier élément tangible depuis 11 ans. Alors oui, nous allons tout reprendre depuis le début. » Marie sentit un mélange de fierté et d'appréhension l'envahir. Fierté d'avoir contribué à faire avancer la vérité, appréhension face aux conséquences que sa découverte pourrait avoir sur de nombreuses vies. Elle pensait particulièrement à Étienne Morel, qui allait apprendre dans les heures suivantes que l'ombre de son fils venait de ressurgir du passé. Le commissaire Marchand lui serra la main avant de partir. « Madame Lefebvre, vous avez fait preuve d'un grand civisme aujourd'hui. Cette famille attend des réponses depuis 11 ans, et grâce à vous, nous allons peut-être enfin pouvoir les leur apporter. » Restée seule dans le Hôtel Lumière, Marie contempla une dernière fois ces murs qui venaient de révéler leurs secrets. Demain, les ouvriers de démolition arriveraient pour commencer la destruction de ce bâtiment. Mais maintenant, elle savait que l'histoire de cet endroit ne s'arrêterait pas avec sa disparition physique. Les secrets qu'il avait gardés pendant 11 ans allaient enfin pouvoir être mis au jour. En rentrant chez elle ce soir-là, Marie avait conscience d'avoir vécu une journée qui resterait gravée dans sa mémoire. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de déclencher une enquête qui allait révéler bien plus que le simple sort de Julien Morel. Elle venait d'ouvrir la porte sur une histoire de corruption, de trahison et de silence coupable qui allait ébranler toute la ville de Lyon. Le laboratoire de police scientifique de Lyon bourdonnait d'une activité inhabituelle en cette soirée d'été. Le commissaire Marchand avait demandé un traitement prioritaire pour les éléments découverts dans la mochila de Julien Morel, et les techniciens s'activaient avec une concentration particulière. L'affaire avait marqué les esprits en 2002, et chacun comprenait l'importance de ces nouvelles pièces à conviction. Sophie Bertrand,
spécialiste en documents anciens, examinait minutieusement les papiers trouvés dans le sac de cuir. Chaque ticket, chaque reçu, chaque note manuscrite était scrutée, photographiée, analysée. Mais c'est la caméra jetable qui suscitait le plus d'attention. Le développement des photos non révélées représentait un moment crucial, car personne ne savait ce que ces clichés allaient dévoiler. « Commissaire », appela Sophie depuis son poste de travail, « j'ai des résultats préliminaires qui vont vous intéresser. » Marchand s'approcha, ajustant ses lunettes de lecture. Sur l'écran de l'ordinateur s'affichaient les premières images développées. Les premiers clichés montraient effectivement Julien Morel en compagnie d'amis étudiants, dans ce qui semblait être des moments de détente universitaire. Le jeune homme avait le sourire facile, les yeux pétillants d'intelligence, l'air insouciant de celui qui a la vie devant lui. Mais au fur et à mesure que les photos se succédaient, l'atmosphère changeait. Les derniers clichés révélaient des scènes bien différentes. Julien apparaissait dans des bureaux élégants, face à des hommes en costume qui semblaient appartenir au monde des affaires. L'une des photos le montrait examinant des documents avec une expression grave. Presque inquiète. « Attendez », murmura Marchand en se penchant vers l'écran. « Cet homme, là, à côté de Julien, je le reconnais. » Sophie agrandit l'image. Un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant, se tenait près de Julien, lui tendant une enveloppe. « Gilles Fontaine », déclara Marchand d'une voix sombre, l'associé d'Étienne Morel au Casino de la Lumière. Cette révélation changeait complètement la perspective de l'enquête. Gilles Fontaine n'avait jamais mentionné avoir rencontré Julien dans les jours précédant sa disparition. Lors des interrogatoires de 2002, il avait même affirmé ne pas connaître personnellement le fils de son associé, ne l'avoir croisé que lors de quelques réceptions familiales. « Continuez le développement », ordonna Marchand. « Je veux voir toutes ces photos. » Les clichés suivants révélèrent des détails encore plus troublants. Julien était photographié dans ce qui ressemblait à un entrepôt ou un sous-sol, examinant des caisses métalliques. Son expression trahissait une concentration intense, comme s'il découvrait quelque chose d'important. Une photo le montrait même tenant à la main des documents qu'il semblait photographier avec un autre appareil. « Il documentait quelque chose », murmura Sophie. « On dirait qu'il constituait un dossier. » La dernière photo de la série glaça le sang de Marchand. Elle avait été prise dans un lieu qu'il reconnut immédiatement, le sous-sol du Hôtel Lumière. On y voyait Julien, seul cette fois, près de caisses métalliques disposées avec soin. L'éclairage était faible, presque clandestin, et l'expression du jeune homme trahissait une inquiétude palpable. « Mon Dieu !» souffla Marchand. Il était donc bien allé au Hôtel Lumière avant sa disparition, et visiblement, il y avait découvert quelque chose d'important. Le commissaire sortit son téléphone et composa un numéro. « Bertrand, c'est Marchand. J'ai besoin d'une équipe d'intervention au Hôtel Lumière, maintenant. »« Oui, je sais qu'il est tard, mais c'est urgent. Nous devons fouiller les sous-sols avant que les démolitions commencent demain. » Pendant que l'équipe se mobilisait, Marchand étudiait les notes manuscrites trouvées dans la mochila. L'écriture de Julien révélait un jeune homme méticuleux, qui avait consigné date, heure et observation avec une précision remarquable. Certains passages étaient particulièrement éloquents. 12 octobre, G, me montre les vrais chiffres, différence énorme avec les déclarations officielles. Papa ne peut pas être au courant. 14 octobre, découvert les caisses au sous-sol de l'hôtel, document compromettant. Doit parler à papa, mais G. Dit que c'est dangereux. 15 octobre, dernière chance de tout révéler. Si papa refuse d'écouter, j'irai voir les autorités. G me supplie d'attendre, mais je ne peux plus me taire. Ces notes dessinaient le portrait d'un jeune homme confronté à un dilemme moral déchirant. Julien avait manifestement découvert des irrégularités dans les affaires de son père, et Gilles Fontaine semblait être au cœur de ces révélations. Mais pourquoi l'associé d'Étienne Morel aurait-il confié ces informations au fils de son partenaire? Et surtout, quel rôle avait-il joué dans la disparition de Julien? À minuit passé, l'équipe d'intervention pénétra dans les sous-sols du Hôtel Lumière. L'endroit était encore plus lugubre que les étages, avec ses voûtes de pierre humides et ses couloirs qui semblaient se perdre dans l'obscurité. Mais les projecteurs de la police révélèrent rapidement ce que Julien avait photographié 11 ans plus tôt. Une série de caisses métalliques,
soigneusement alignés dans une pièce qui avait dû servir d'entrepôt. « Commissaire, regardez ça », l'appela l'un des agents. « Ces caisses ont l'air récentes. Elles ne correspondent pas du tout au style de l'hôtel. » Marchand s'approcha et examina les serrures. Elles étaient effectivement en bon état, presque neuves. « Ouvrez-les », ordonna-t-il. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur dépassa toutes leurs attentes. Les caisses contenaient des centaines de documents. Contrats, factures, registres comptables, correspondances, tout semblait lié aux activités du Casino de la Lumière, mais aussi à d'autres entreprises lyonnaises. Et surtout, de nombreux papiers portaient des annotations manuscrites qui ressemblaient étrangement à l'écriture de Julien. « Il a tout conservé », murmura Marchand en feuilletant les dossiers. Ce gamin avait monté un véritable système de documentation. Regardez, il y a des dates, des références croisées, des photocopies. C'est du travail de professionnel. L'un des documents attira particulièrement son attention. Il s'agissait d'un contrat entre le Casino de la Lumière et la mairie de Lyon concernant l'attribution d'une licence d'exploitation. Mais la version trouvée dans les caisses différait significativement de celle qui figurait dans les archives officielles. Les montants, les clauses, même certains noms avaient été modifiés. Falsification de documents officiels, diagnostiqua Marchand. Julien avait mis la main sur les originaux avant qu'ils soient remplacés par les versions officielles. Plus troublant encore, plusieurs documents portaient la signature de personnalités politiques lyonnaises, ainsi que des montants qui pouvaient correspondre à des pots de vin. L'ampleur de ce que Julien avait découvert commençait à se dessiner. Un système de corruption impliquant le casino, la municipalité et probablement d'autres acteurs influents de la région. Pendant que l'équipe continuait l'inventaire des documents, Marchand reçut un appel qui allait encore compliquer l'affaire. Était Sophie Bertrand, depuis le laboratoire. « Commissaire, j'ai une mauvaise nouvelle concernant la mochila. L'analyse des fibres et de la poussière confirme nos soupçons. Elle n'est pas restée dans cette poutre pendant 11 ans. Elle a été placée là récemment, probablement dans les dernières semaines. » Cette révélation transformait complètement la nature de l'enquête. Quelqu'un avait délibérément voulu que cette mochila soit découverte maintenant, à la veille de la démolition de l'hôtel. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Il y a autre chose, continua Sophie. Nous avons trouvé des empreintes digitales sur plusieurs documents. Certaines correspondent bien à Julien Morel, mais d'autres appartiennent à quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de les comparer avec notre base de données. Marchand raccrocha avec un sentiment mêlé d'excitation et d'appréhension. Cette affaire prenait une dimension qu'il n'avait pas anticipée. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver la trace d'un étudiant disparu, mais de démanteler ce qui ressemblait à un réseau de corruption impliquant des personnalités influentes de Lyon. En remontant des sous-sols, il croisa le regard de ses agents. Tous avaient conscience de tenir entre leurs mains quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait ébranler les fondations de la société lyonnaise. Mais ils savaient aussi que ce type d'enquête était semé d'embûches et que de puissants intérêts allaient se mobiliser pour empêcher la vérité d'éclater. Le lendemain matin, Marchand convoqua dans son bureau l'inspecteur Dubois, qui avait participé aux recherches initiales en 2002. Pierre Dubois était un homme de terrain, méticuleux et intègre, mais il avait toujours regretté l'échec de cette enquête qui l'avait marqué durablement. « Pierre, j'ai besoin de vous sur l'affaire Morel. Mais avant tout, j'ai une question délicate à vous poser. Vous souvenez-vous des pressions que nous avions subies en 2002 pour classer rapidement ce dossier ?» L'inspecteur Dubois baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Oui, commissaire, des pressions discrètes, mais réelles. On nous avait fait comprendre qu'il fallait éviter de créer un scandale, surtout avec les élections municipales qui approchaient. Et vous vous rappelez qui exerçait ces pressions ? Le préfet, principalement. Mais il agissait visiblement sur instruction de plus haut. À l'époque, on nous avait dit que la réputation de Lyon était en jeu, qu'il fallait éviter de salir l'image de la ville. » Marchand hocha la tête. Il se doutait que la découverte de ces documents allait réveiller les mêmes résistances qu'en 2002. Mais cette fois, il était déterminé à aller au bout, quelles que soient les conséquences. « Pierre, cette fois, nous ne reculerons pas. Ce jeune homme avait découvert quelque chose d'énorme, et je suis convaincu que sa disparition est liée à ces révélations. Nous devons à sa famille et à nous-mêmes de découvrir la vérité. » L'après-midi même, ils se rendirent chez Étienne Morel pour l'informer des nouvelles découvertes.
L'industriel habitait une magnifique demeure, dans le quartier huppé de Lyon, mais 11 années de deuil inachevé avaient marqué son visage d'une tristesse indélébile. Lorsque Marchand lui présenta les photos développées et les documents trouvés, Étienne Morel resta longtemps silencieux. Ses mains tremblaient légèrement en tenant les clichés de son fils, et ses yeux se remplirent de larmes contenues. « Mon Dieu !» murmura-t-il enfin. Julien avait donc découvert les irrégularités de Gilles. Je me doutais bien que quelque chose ne tournait pas rond dans la comptabilité du casino. Mais je n'imaginais pas que était si grave. « Monsieur Morel, demanda Marchand avec délicatesse, votre fils vous avait-il fait part de ses découvertes ?» Il avait essayé, oui. Dans les jours qui ont précédé sa disparition, il insistait pour me parler de choses importantes concernant l'entreprise. Mais J était débordé, et je lui avais dit que nous en discuterions plus tard. Sa voix se brisa. Ce plus tard n'est jamais venu. Étienne Morel révéla alors que Gilles Fontaine lui avait proposé, quelques semaines après la disparition de Julien, de racheter ses parts du casino à un prix dérisoire. Il prétendait que l'affaire allait mal, que la disparition de Julien avait terni notre réputation. Mais maintenant, je comprends qu'il voulait simplement se débarrasser de moi pour cacher ses malversations. Cette révélation confirmait les soupçons de Marchand. Gilles Fontaine n'était pas seulement impliqué dans des irrégularités comptables. Il avait probablement profité de la disparition de Julien pour consolider son emprise sur l'entreprise familiale. « Monsieur Morel, nous allons devoir interroger Gilles Fontaine. Avez-vous conservé des contacts avec lui? Nous nous parlons encore pour les affaires courantes, mais nos relations se sont considérablement refroidies. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il me cache des choses importantes. » En quittant la demeure d'Étienne Morel, Marchand et Dubois avaient conscience de détenir enfin les premières pièces d'un puzzle complexe. Mais ils savaient aussi que l'interrogatoire de Gilles Fontaine allait être crucial. Cet homme détenait visiblement les clés de l'énigme, et sa réaction face aux preuves découvertes pourrait orienter définitivement l'enquête. Le soir même, ils décidèrent de surveiller discrètement les mouvements de Fontaine. L'homme habitait une villa moderne dans les hauteurs de Lyon et menait apparemment une vie de notable respecté. Mais les apparences, Marchand le savait, pouvaient être trompeuses. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans un appartement discret de la banlieue lyonnaise, quelqu'un suivait de très près l'évolution de l'enquête. Cette personne attendait depuis 11 ans le moment propice pour révéler ce qu'elle savait sur la disparition de Julien Morel. Et ce moment semblait enfin arriver. Camille Dubois n'avait pas dormi depuis 3 jours. Assise dans son petit salon, elle fixait l'écran de télévision où les journalistes commentaient la découverte de la mochila de Julien Morel. À 43 ans, cette ancienne étudiante en droit avait réussi à reconstruire sa vie après le traumatisme de 2002, devenant une avocate respectée spécialisée dans le droit des affaires. Mais le visage de Julien, qu'elle avait tant aimé, n'avait jamais quitté ses pensées. Lorsque son téléphone sonna et qu'elle reconnut la voix du commissaire Marchand, son cœur se mit à battre violemment. Elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard, mais elle ne s'y était jamais vraiment préparée. « Mademoiselle Dubois, j'aimerais vous rencontrer concernant l'enquête sur Julien Morel. De nouveaux éléments sont apparus et votre témoignage pourrait être crucial. » Camille ferma les yeux. Pendant 11 ans, elle avait gardé le silence, rongée par la culpabilité et la peur. Mais aujourd'hui, elle sentait que le moment était venu de parler. « Commissaire, j'ai des choses importantes à vous révéler. Des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Ils se donnèrent rendez-vous le lendemain matin dans les bureaux de la police judiciaire. Camille passa la nuit à relire la lettre qu'elle conservait précieusement depuis 2003. Cette lettre anonyme qui avait bouleversé sa vie et l'avait contrainte au silence. En arrivant au commissariat, Camille était pâle mais déterminée. Marchand la reçut avec bienveillance, conscient que cette femme portait un fardeau lourd depuis des années. « Mademoiselle Dubois, prenez votre temps. Nous savons que cette période a été douloureuse pour vous. » Camille sortit de son sac une enveloppe jaunie par le temps. « Commissaire, en mars 2003, j'ai reçu cette lettre. Je ne l'ai jamais montrée à personne par peur des conséquences. » Marchand ouvrit délicatement l'enveloppe et déplia la feuille qu'elle contenait. Le message était tapé à la machine, sans signature. Mademoiselle Dubois, Julien Morel avait découvert des choses qu'il n'aurait pas dû connaître. Sa disparition n'est pas un accident.
Si vous tenez à votre sécurité et à celle de votre famille, gardez le silence sur ce que Julien vous a confié dans ces derniers jours. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées. « Camille, » dit Marchand avec gravité, « qu'est-ce que Julien vous avait confié exactement ?» Les larmes coulèrent enfin le long des joues de la jeune femme. Pendant 11 ans, elle avait porté seule ce secret qui l'étouffait. Julien était terrifié dans ces derniers jours. Il avait découvert que son père était manipulé par Gilles Fontaine, que le casino servait à blanchir de l'argent sale provenant de plusieurs entreprises lyonnaises. Mais il y avait pire. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Julien avait trouvé des preuves que des hommes politiques locaux étaient payés pour fermer les yeux sur ses activités. Il avait des enregistrements, des documents, des photos. Il voulait tout révéler, mais Gilles Fontaine l'avait menacé. Cette révélation confirmait les soupçons de Marchand, mais elle ouvrait aussi de nouvelles perspectives inquiétantes. « Camille, savez-vous où Julien cachait ses preuves ? Il m'avait dit qu'il avait tout dissimulé dans plusieurs endroits sûrs, au cas où il lui arriverait quelque chose. Il était obsédé par l'idée que la vérité devait éclater, même s'il n'était plus là pour la révéler. » Marchand comprenait maintenant pourquoi la mochila avait été retrouvée dans le hôtel Lumière. Julien avait constitué un véritable réseau de cache, dispersant les preuves pour s'assurer qu'elles survivraient à sa disparition éventuelle. Le 16 octobre 2002, la veille de sa disparition, Julien était venu chez moi, continua Camille d'une voix brisée. Il était dans un état terrible, il tremblait. Il n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre comme s'il était surveillé. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous le lendemain avec Gilles Fontaine pour un dernier ultimatum. Quel ultimatum? Julien exigeait que Fontaine avoue tout à son père et qu'ils dénoncent ensemble le système de corruption. En échange, il promettait de ne pas révéler l'implication de certaines personnalités politiques. Mais si Fontaine refusait, Julien était décidé à tout porter devant la justice. Marchand prenait des notes rapidement. Chaque mot de Camille apportait une pièce supplémentaire au puzzle. Et après ce rendez-vous, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de Julien? Non. J'ai essayé de l'appeler le 18 octobre, mais son téléphone ne répondait plus. Et quand j'ai contacté Gilles Fontaine pour lui demander s'il avait vu Julien, il m'a dit qu'il ne s'était jamais rencontré. Cette information était capitale. Gilles Fontaine avait donc menti aux enquêteurs en 2002, niant tout contact avec Julien dans ces derniers jours. Camille, pourquoi n'avez-vous pas révélé tout cela en 2002? J'ai essayé, commissaire. Mais quand j'ai voulu témoigner, on m'a fait comprendre que ce N n'était pas souhaitable. Un homme s'est présenté chez moi, prétendant appartenir au service de renseignement. Il m'a dit que l'affaire touchait à la sécurité nationale et qu'il valait mieux pour tout le monde que certaines choses ne soient pas révélées. Marchand fronça les sourcils. Vous souvenez-vous du nom de cet homme? Il s'appelait Laurent Mercier, un homme d'une 50aine d'années, très bien habillé, qui parlait avec l'autorité de quelqu'un d'habitué à être obéi. Marchand nota ce nom, pressentant qu'il tenait là un élément clé de l'enquête. Il était évident que la disparition de Julien Morel avait mobilisé des moyens considérables pour étouffer l'affaire. Après le départ de Camille, Marchand convoqua l'inspecteur Dubois pour faire le point sur l'enquête. Les révélations s'accumulaient, mais elles dessinaient un tableau de plus en plus inquiétant. Pierre, nous ne sommes plus face à une simple disparition. Cette affaire implique des réseaux de corruption, des pressions politiques et probablement des services de renseignement. Nous marchons sur des œufs. Commissaire, j'ai du nouveau concernant Gilles Fontaine. Nous l'avons surveillé hier soir et il a rencontré discrètement un homme dans un restaurant de la banlieue. Nos collègues ont réussi à identifier cette personne. Il s'agit de Laurent Mercier, effectivement un ancien membre des services de renseignement, aujourd'hui consultant en sécurité. Cette coïncidence ne pouvait pas être fortuite. Laurent Mercier était donc encore actif dans cette affaire, 11 ans après avoir fait taire Camille Dubois. Il faut qu'on interroge Fontaine maintenant, décida Marchand, avant qu'il ait le temps de faire disparaître d'autres preuves. L'interpellation de Gilles Fontaine eut lieu le lendemain matin, à son domicile. L'homme, qui avait maintenant 68 ans, conservait une prestance remarquable malgré les années. Mais lorsque Marchand lui présenta les photos développées et les documents trouvés dans les sous-sols, son visage se décomposa. « Monsieur Fontaine, nous savons que vous avez rencontré Julien Morel peu avant sa disparition. Nous savons aussi que vous lui avez transmis des documents compromettants. Il est temps de nous dire la vérité.
Fontaine resta silencieux pendant de longues minutes, fixant les preuves étalées devant lui. Puis, d'une voix lasse, il commença à parler. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous mettez les pieds, commissaire. Cette affaire dépasse largement Julien Morel ou même le casino. Il y a des intérêts en jeu qui peuvent détruire des carrières, des familles, des institutions entières. Monsieur Fontaine, un jeune homme a disparu. Une famille attend des réponses depuis 11 ans. Rien ne justifie de continuer à mentir. Julien était un idéaliste, soupira Fontaine. Il pensait qu'on pouvait changer les choses en révélant la vérité. Il ne comprenait pas que certains équilibres sont plus importants que la justice. Marchand sentit la colère monter en lui. « Vous parlez de équilibre, mais qu'est-il arrivé à Julien? Où est-il » ? « Je ne sais pas », répondit Fontaine avec une sincérité qui surprit Marchand. « Le 17 octobre 2002, j'ai effectivement rencontré Julien au Hôtel Lumière. Il m'a donné un ultimatum. Soit j'avouais tout à Étienne, soit il révélait toute l'affaire. J'ai essayé de le raisonner, de lui expliquer les conséquences de ses révélations, mais il était déterminé. Et ensuite, je l'ai quitté vers 22 heures. Il était encore vivant, encore en colère, mais vivant. Je jure que je ne l'ai pas revu après cela. Mais vous avez prévenu quelqu'un de cet ultimatum. » Fontaine baissa la tête. « J'ai appelé Laurent Merci. Il était notre intermédiaire avec les personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'être éclaboussées par un scandale. Quelles personnes? Des politiques, des industriels, des gens qui avaient bénéficié de nos arrangements. Le système que Julien voulait dénoncer arrangeait beaucoup de monde, commissaire, beaucoup de monde puissant. » Marchand réalisa qu'il tenait enfin le cœur de l'affaire. Julien Morel n'avait pas simplement découvert des irrégularités comptables, et il avait mis au jour un réseau de corruption qui impliquait les plus hautes sphères de la société lyonnaise. « Monsieur Fontaine, où se trouve Laurent Merci aujourd'hui ?»« Je ne sais pas. Après notre rencontre d'avant-hier, il m'a dit qu'il quittait Lyon pour quelque temps. Il semblait très inquiet de la tournure que prenait l'enquête. » En sortant de l'interrogatoire, Marchand était partagé entre la satisfaction d'avoir obtenu des aveux partiels et l'inquiétude de voir les acteurs clés de l'affaire commencer à fuir. Laurent Merci était manifestement l'homme qui détenait les réponses définitives, mais il venait de disparaître dans la nature. Pierre lançait un avis de recherche discret sur Laurent Merci et contactait les services de renseignement pour obtenir son dossier. Cette affaire prend une dimension qui dépasse nos compétences habituelles. Pendant ce temps, dans les sous-sols du commissariat, l'équipe technique continuait l'analyse des documents trouvés dans les caisses. L'ampleur de la corruption révélée par les notes de Julien était stupéfiante. Des contrats publics truqués, des permis de construire accordés contre rémunération, des nominations politiques achetées. Le jeune homme avait reconstitué un véritable organigramme de la corruption lyonnaise. Mais un détail intriguait particulièrement les enquêteurs. Plusieurs documents portaient des annotations récentes, écrites avec une encre différente et dans une calligraphie qui, elle, n'était pas celle de Julien. Quelqu'un avait eu accès à ces preuves après 2002 et les avait complétées avec de nouvelles informations. Cette découverte confirmait que l'affaire Julien Morel était loin d'être refermée. Quelqu'un, quelque part, avait continué le travail du jeune homme disparu, et cette personne avait choisi ce moment précis pour révéler l'existence de ces preuves. En fin de journée, Marchand reçut un appel qui allait encore compliquer l'enquête. C était le préfet de Lyon, Jacques Beaumont, un homme qu'il connaissait de réputation pour son intransigeance administrative. « Commissaire Marchand, j'ai appris que vous aviez interpellé Gilles Fontaine. Je vous demande de procéder avec la plus grande prudence. Cette affaire est sensible, et elle pourrait avoir des répercussions que vous ne mesurez pas. Monsieur le préfet, nous suivons les pistes qui s'offrent à nous. Si cette enquête dérange certaines personnes, c'est peut-être le signe que nous approchons de la vérité. Commissaire, je ne vous demande pas d'arrêter votre enquête. Je vous demande simplement de m'informer de vos découvertes, avant de prendre des mesures importantes. Cette affaire peut toucher des personnalités qui occupent encore des postes sensibles. » Après avoir raccroché, Marchand comprit qu'il entrait dans une phase critique de l'enquête. Les pressions politiques commençaient à se manifester exactement comme en 2002, mais cette fois, il était déterminé à résister. Le soir même, il réunit son équipe pour faire le point sur l'avancement des recherches. Il disposait maintenant d'éléments solides, les photos de Julien avec Fontaine, les documents compromettants, le témoignage de Camille,
les aveux partiels de l'associé D. Étienne Morel. Mais il n'avait toujours pas de réponse à la question essentielle qu'était devenu Julien Morel après sa rencontre du 17 octobre 2002. Il nous manque encore des pièces cruciales, constata Marchand. Quelqu'un sait ce qui s'est passé cette nuit-là, et ce quelqu'un va finir par parler. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans un petit appartement de banlieue, cette personne se préparait justement à révéler son secret. Un secret qu'elle portait depuis 11 ans, et qui allait enfin permettre de connaître la vérité sur le destin de Julien Morel. Marie Lefebvre n'arrivait plus à dormir depuis qu'elle avait découvert la mochila de Julien Morel. Chaque nuit, elle revoyait le visage du jeune homme sur les photos des journaux, et une culpabilité inexplicable l'envahissait. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas dit au commissaire Marchand, quelque chose qui la rongeait depuis cette fameuse matinée au Hôtel Lumière. En réalité, ce n'était pas la première fois qu'elle pénétrait dans cet hôtel abandonné. 3 semaines plus tôt, elle avait reçu un appel téléphonique étrange. Une voix féminine, âgée, lui avait proposé une somme considérable pour effectuer un nettoyage discret dans l'ancien palace. La femme avait insisté sur le fait que ce travail devait rester confidentiel et qu'elle ne devait en parler à personne. Marie, qui avait désespérément besoin d'argent pour les frais de scolarité de sa petite fille, avait accepté sans poser de questions. Mais lorsqu'elle s'était rendue sur place, elle avait découvert que l'hôtel était déjà propre, comme si quelqu'un l'avait nettoyé récemment. La seule chose qu'on lui avait demandé de faire était de déplacer une poutre au 3e étage et d'y cacher un objet qu'on lui remettrait. Le lendemain, la même femme lui avait apporté une mochila de cuir marron en lui expliquant qu'elle devait la dissimuler derrière la poutre et attendre 1 semaine avant de la y découvrir officiellement. L'inconnu lui avait donné une explication qui avait semblé plausible sur le moment. Il s'agissait de documents personnels qu'une famille souhaitait voir retrouvés dans des circonstances qui ne l'impliqueraient pas directement. Mais maintenant que Marie connaissait la véritable nature du contenu de cette mochila, elle comprenait qu'elle avait été manipulée. Quelqu'un l'avait utilisée pour relancer l'enquête sur Julien Morel, et cette pensée la terrifiait autant qu'elle la révoltait. Au bout de 3 nuits d'insomnie, elle prit finalement sa décision. Elle devait révéler la vérité au commissaire Marchand, quelles que soient les conséquences. Le lendemain matin, elle se présenta au commissariat, le visage défait par l'angoisse et la fatigue. « Commissaire, j'ai quelque chose d'important à vous avouer concernant la découverte de la mochila. » Marchand l'accueillit dans son bureau. Intrigué par l'état d'agitation évident de la femme, Marie lui raconta alors toute la vérité. L'appel mystérieux, le faux travail de nettoyage, la mise en scène de la découverte. Elle décrivit avec précision la femme qui l'avait contactée, une personne d'environ 70 ans, élégamment vêtue, aux cheveux gris impeccablement coiffés et qui parlait avec l'accent lyonnais. Cette femme connaissait parfaitement l'hôtel, précisa Marie. Elle savait exactement où se trouvait cette poutre, comme si elle avait déjà visité les lieux. Marchand écoutait avec attention, prenant des notes. Cette révélation confirmait ce que l'analyse scientifique avait déjà suggéré. La mochila avait été placée récemment dans cette cache. Mais elle soulevait de nouvelles questions. Qui était cette femme mystérieuse? Pourquoi avait-elle choisi ce moment précis pour révéler l'existence de ces preuves? Marie, cette femme vous a-t-elle donné un nom? Elle s'est présentée comme Madame Durand, mais j'ai l'impression que ce N n'était pas son vrai nom. Elle semblait très émue quand elle m'a parlé de ces documents, comme si cette affaire la touchait personnellement. Pourriez-vous la reconnaître si vous la revoyiez? Sans aucun doute, elle avait un visage très expressif, des yeux bleus très clairs et une petite cicatrice sur le menton. Et puis, elle portait une bague particulière, avec une pierre verte que je n'avais jamais vue. Marchand demanda à Marie de travailler avec un portraitiste pour établir un portrait robot de l'inconnu. En attendant, il décida de reprendre l'interrogatoire de Gilles Fontaine en espérant que ces nouvelles informations lui permettraient d'obtenir d'autres révélations. Fontaine semblait avoir vieilli de 10 ans depuis son arrestation. L'homme qui avait toujours affiché une assurance arrogante paraissait maintenant fragile et inquiet. Lorsque Marchand lui montra le portrait robot de la mystérieuse femme, son visage devint livide. « Vous la connaissez ?» demanda le commissaire. « C'est Marguerite Morel, la tante de Julien, la sœur d'Étienne, mais c'est impossible. Elle est morte il y a 3 ans d'un cancer. » Marchand sentit son sang se glacer. Si cette femme était morte,
Qui était celle qui avait manipulé Marie? Il tenait peut-être là l'une des clés de l'énigme. Monsieur Fontaine, parlez-moi de Marguerite Morel. C était une femme remarquable, professeure de littérature à l'Université de Lyon. Elle avait une influence considérable sur Julien. Contrairement à son frère Étienne, elle avait toujours eu des convictions politiques très marquées. Elle détestait la corruption et l'injustice. Avait-elle des liens avec l'enquête de Julien? Fontaine hésita longtemps avant de répondre. Je pense que Julien lui avait confié une partie de ses découvertes. Marguerite était la seule personne de la famille en qui il avait une confiance absolue. Si quelqu'un savait où il cachait ses preuves, était elle. Cette révélation ouvrait une perspective entièrement nouvelle. Si Marguerite Morel était effectivement décédée 3 ans plus tôt, qui était la femme qui ressemblait tant à son portrait robot? Marchand demanda à ses équipes de vérifier l'acte de décès de Marguerite Morel et de rassembler toutes les informations disponibles sur cette femme. Les recherches révélèrent des éléments troublants. Marguerite Morel était effectivement décédée en octobre 2020, mais selon plusieurs témoignages, elle avait passé ses dernières années obsédée par la disparition de son neveu. Elle avait mené sa propre enquête parallèle, rencontrant d'anciens amis de Julien, consultant des archives, cherchant désespérément la vérité. Plus intriguant encore, l'inventaire de ses biens après décès mentionnait la disparition de plusieurs objets personnels, notamment des documents et des photos de famille. Sa nièce, Claire Morel, fille de Étienne, avait signalé que certains papiers concernant Julien avaient mystérieusement disparu du domicile de sa tante. « Il faut qu'on interroge Claire Morel », décida Marchand. « Elle détient peut-être des informations cruciales. » Claire Morel était une femme de 40 ans, architecte de profession, qui avait toujours vécu dans l'ombre de la disparition de son frère. Lorsque Marchand la convoqua, elle arriva au commissariat accompagnée de son avocate, visiblement très anxieuse. « Madame Morel, nous enquêtons sur les circonstances de la découverte récente d'affaires ayant appartenu à votre frère. Nous avons des raisons de penser que votre tante Marguerite pourrait être liée à cette découverte. » Claire baissa les yeux, et Marchand comprit immédiatement qu'elle cachait quelque chose. « Madame Morel, votre tante est-elle vraiment décédée en 2020 ?» La question sembla la choquer. « Bien sûr, J était présente à son enterrement. »« Que voulez-vous insinuer ? Nous avons un témoin qui affirme avoir rencontré une femme correspondant exactement à son signalement il y a 3 semaines. » Claire resta silencieuse pendant de longues minutes, échangeant des regards avec son avocate. Puis, d'une voix à peine audible, elle finit par avouer « Ma tante n'est pas morte, commissaire. Nous avons organisé sa mort fictive pour la protéger. » Cette révélation fit l'effet d'une bombe. La protéger de quoi? En 2020, tante Marguerite avait reçu des menaces de mort. Elle était sur le point de révéler des informations sur la disparition de Julien et quelqu'un voulait l'en empêcher. Nous avons simulé sa mort avec la complicité d'un médecin ami de la famille et elle vit depuis sous une fausse identité. Où se trouve-t-elle maintenant? Je ne peux pas vous le dire sans son accord. Mais je peux la contacter et lui demander de venir vous voir. Marchand accepta cette proposition, conscient qu'il touchait enfin au cœur de l'affaire. Marguerite Morel était vivante et elle détenait visiblement des informations capitales sur la disparition de son neveu. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain soir, dans un lieu neutre choisi par Marguerite elle-même. Marchand se rendit dans ce petit café de banlieue avec l'espoir de résoudre enfin une énigme vieille de 11 ans. La femme qui l'attendait correspondait exactement au portrait robot établi par Marie. Malgré ses 73 ans, Marguerite Morel conservait une prestance remarquable et une intelligence vive qui perçait dans son regard bleu. « Commissaire Marchand, j'ai attendu ce moment depuis 11 ans. Il était temps que la vérité éclate. Madame Morel, commencez par me dire pourquoi vous avez orchestré cette mise en scène avec la mochila. Parce que toutes mes tentatives pour relancer l'enquête avaient échoué. En 2020, quand j'ai commencé à révéler ce que je savais, j'ai reçu des menaces explicites. On m'a fait comprendre que si je continuais, ma famille en subirait les conséquences. J'ai donc fait semblant de mourir pour pouvoir agir dans l'ombre. Et qu'est-ce que vous savez exactement? » Marguerite sortit de son sac une clé USB qu'elle tendit à Marchand. Tout ce que Julien avait découvert est là-dedans. Mais il y a aussi autre chose. L'enregistrement de sa dernière conversation téléphonique avec moi, le 17 octobre 2002. Le commissaire inséra immédiatement la clé dans son ordinateur portable. L'enregistrement était de mauvaise qualité.
mais la voix de Julien était parfaitement reconnaissable. Il semblait terrifié, parlait rapidement, comme s'il craignait d'être interrompu. « Tante Marguerite, je suis au Hôtel Lumière. Fontaine a accepté de coopérer, mais j'ai l'impression qu'on nous surveille. Si quelque chose m'arrive, tout est caché où je t'ai dit. N'oublie pas, l'armoire, le double fond, tous les documents y sont. Et surtout, fais attention à Laurent. Merci. » C'est lui qui tire les ficelles. L'enregistrement s'interrompait brutalement, comme si la communication avait été coupée. « Madame Morel, où se trouve cette armoire dont parlait Julien ? » « Dans notre ancienne maison de famille à Collonges-au-Mont-d'Or. La maison a été vendue après la disparition de Julien, mais j'ai récupéré l'armoire. Elle est maintenant dans mon appartement secret. » Marchand réalisa qu'il tenait enfin la piste définitive. « Madame Morel, accepteriez-vous de nous conduire à cette armoire ? C'est pour cela que je suis sorti de l'ombre, commissaire. Il est temps que justice soit rendue à Julien. » 1 heure plus tard, elle, équipe de Marchand, suivait Marguerite Morel vers un petit appartement situé dans le 7e arrondissement de Lyon. L'endroit était discret, meublé simplement mais avec goût, et on sentait qu'une femme cultivée y avait reconstitué un cocon de sérénité après des années de clandestinité. Au fond du salon trônait une armoire ancienne en chêne massif, visiblement héritée d'une époque où l'artisanat avait encore ses lettres de noblesse. Marguerite caressa tendrement le bois patiné avant d'actionner un mécanisme dissimulé dans les moulures. Un double fond s'ouvrit, révélant une cavité soigneusement aménagée. Julien avait découvert cette cachette quand il était enfant, expliqua-t-elle avec émotion. Il y rangeait ses trésors d'adolescent. Plus tard, il y a caché les preuves les plus compromettantes de son enquête. À l'intérieur, Marchand découvrit un véritable arsenal documentaire, des dizaines de dossiers classés par date et par nom, des enregistrements audio étiquetés avec précision, et surtout, un carnet noir où Julien avait consigné ses réflexions personnelles sur son enquête. Le commissaire ouvrit délicatement ce carnet et lut les dernières entrées. « Daté d'octobre 2002, 16 octobre. Papa refuse toujours de me croire. Il pense que j'exagère, que Gilles ne ferait jamais ça. Mais j'ai les preuves. Demain, je confronte Gilles une dernière fois. S'il refuse de tout avouer, j'irai directement voir le procureur. 17 octobre. Rendez-vous avec Gilles à 21 h à l'hôtel. Tante Marguerite a raison, je dois être prudent. J'ai l'impression d'être suivi depuis hier. Si quelque chose m'arrive, tout est dans l'armoire. Le monde doit savoir, plus troublante encore, une feuille volante était glissée entre les pages, écrite d'une main tremblante. Laurent. Merci m'a appelé. Il veut me rencontrer après Gilles. Il dit avoir une proposition qui peut tout changer. J'y vais, mais j'ai peur. Si je ne reviens pas, dites à papa que je l'aimais malgré tout. Cette dernière note glaça le sang de Marchand. Elle était datée du 17 octobre 2002, 23h30. Julien avait donc survécu à sa rencontre avec Gilles Fontaine, mais il avait ensuite rencontré Laurent Mercier. Et après cela, plus rien. Madame Morel, vous saviez que Julien avait rendez-vous avec Laurent Mercier ? Je l'ai appris le lendemain, quand je suis venu récupérer ses affaires dans l'armoire. Julien m'avait donné les clés de la maison familiale en cas d'urgence. Quand il a disparu, j'ai tout de suite pensé à vérifier cette cache. Pourquoi n'avez-vous pas révélé cela en 2002 ? Marguerite soupira profondément. J'ai essayé, commissaire. Je suis allé voir l'inspecteur qui menait l'enquête à l'époque. Mais le lendemain de ma visite, Laurent Mercier s'est présenté chez moi. Il m'a expliqué très calmement que Julien était vivant, qu'il était parti à l'étranger pour sa propre sécurité et que révéler l'existence de ces documents mettrait sa vie en danger. Et vous l'avez cru ? Au début, oui. Laurent Mercier était très convaincant. Il m'a même montré une lettre manuscrite de Julien disant qu'il devait disparaître quelque temps. Mais au fil des années, j'ai commencé à avoir des doutes. Cette lettre ne ressemblait pas vraiment à l'écriture de mon neveu. Marchand étudiait les documents trouvés dans l'armoire. L'ampleur de l'enquête menée par Julien était impressionnante. Le jeune homme avait non seulement découvert le système de corruption lié au casino, mais il avait aussi mis au jour un réseau plus vaste impliquant plusieurs entreprises lyonnaises, des élus locaux et même des fonctionnaires de l'administration préfectorale. L'un des dossiers était entièrement consacré à Laurent Mercier. Julien avait découvert que cet homme N n'était pas seulement un consultant en sécurité, mais qu'il servait d'intermédiaire entre les entreprises corrompues
et les décideurs politiques. Il organisait les versements de pots de vin, négociait les marchés publics truqués et faisait taire les témoins gênants. Madame Morel, dans vos recherches personnelles, avez-vous découvert d'autres informations sur Laurent Mercier? J'ai appris qu'il avait quitté officiellement Lyon en 2003, prétendument pour prendre sa retraite. Mais en réalité, il a continué ses activités dans d'autres régions. J'ai des contacts qui m'ont confirmé qu'il était encore actif il y a quelques années. Marchand comprenait maintenant pourquoi cette affaire avait été étouffée si rapidement en 2002. Laurent Mercier disposait manifestement de moyens considérables pour faire pression sur les enquêteurs et les témoins. Mais 11 ans plus tard, les rapports de force avaient peut-être changé. Madame Morel, accepteriez-vous de témoigner officiellement? Votre témoignage et ces documents pourraient enfin permettre de faire la lumière sur cette affaire. C'est pour cela que j'ai organisé cette découverte. Commissaire, j'ai attendu le bon moment, celui où les personnes impliquées seraient plus vulnérables. Certaines sont mortes, d'autres ont pris leur retraite. Le contexte politique a changé. Il était temps d'agir. En effet, les documents de Julien révélaient que plusieurs des personnalités politiques impliquées dans le scandale étaient mortes ou avaient quitté la scène publique. Seuls quelques acteurs de l'époque étaient encore en activité et Laurent Mercier figurait en tête de liste. Le lendemain, Marchand organisa une vaste opération pour localiser Laurent Mercier. Grâce aux informations bancaires et aux recoupements téléphoniques, ils découvrirent qu'il résidait sous une fausse identité dans une villa des environs de Marseille. L'arrestation eut lieu à l'aube, menée par une équipe conjointe de la police judiciaire de Lyon et de Marseille. Laurent Mercier, qui avait maintenant 75 ans, opposa une résistance farouche, détruisant plusieurs documents avant d'être maîtrisé. Confronté aux preuves rassemblées par Julien et aux témoignages de Marguerite Morel et de Gilles Fontaine, Laurent Mercier finit par craquer. Dans un bureau du commissariat de Lyon, il avoua enfin ce qui s'était passé le 17 octobre 2002. Julien Morel était un idéaliste dangereux, déclara-t-il d'une voix lasse. Il ne comprenait pas que certains équilibres sont nécessaires au bon fonctionnement de la société. Son enquête menaçait de détruire des carrières, des entreprises, des familles entières. Qu'avez-vous fait cette nuit-là? J'ai rencontré Julien vers minuit. Après sa discussion avec Fontaine, j'ai essayé de le raisonner, de lui proposer de l'argent, un poste à l'étranger, n'importe quoi pour qu'il abandonne son projet de révélation. Mais il était intraitable. Et ensuite, Laurent Mercier resta silencieux pendant de longues minutes, fixant ses mains tremblantes. Puis, d'une voix à peine audible, il poursuivit. « Julien a refusé toutes mes propositions. Il m'a dit qu'il révélerait tout le lendemain, quoi qu'il arrive. J'ai perdu mon sang-froid. Nous nous sommes disputés violemment. Il y a eu une bousculade, et Julien est tombé dans l'escalier du sous-sol de l'hôtel. Il était mort? Non, mais il était gravement blessé, inconscient. J'ai paniqué. J'ai appelé mes contacts, et nous avons décidé de faire disparaître le corps. Nous l'avons transporté dans une propriété isolée des monts du Lyonnais, où nous l'avons enterré. Cette confession libérait enfin la vérité que tant de personnes attendaient depuis 11 ans. Julien Morel était mort accidentellement, mais sa disparition avait été organisée pour protéger un système de corruption. Où se trouve exactement cette propriété? Laurent Mercier donna des indications précises, et quelques heures plus tard, une équipe de recherche se dirigeait vers les monts du Lyonnais. Après plusieurs heures de fouilles, ils découvrirent effectivement une sépulture improvisée contenant les restes de Julien Morel. La nouvelle de cette découverte fit l'effet d'une onde de choc dans toute la région lyonnaise. Étienne Morel, enfin fixé sur le sort de son fils, s'effondra en apprenant les circonstances de sa mort. 11 années d'incertitude et d'espoir s'achevaient dans la douleur, mais aussi dans un sentiment de justice enfin rendue. Les révélations contenues dans les documents de Julien déclenchèrent une vague d'arrestations et de mises en examen. Plusieurs anciens responsables politiques furent inquiétés. Des entreprises firent l'objet d'enquêtes approfondies et le système de corruption mis au jour par le jeune homme fut progressivement démantelé. Gilles Fontaine, qui avait coopéré avec la justice, bénéficia d'une réduction de peine en échange de ces révélations. Il exprima publiquement ses regrets et sa culpabilité d'avoir entraîné Julien dans cette affaire qui lui avait coûté la vie.
Quant à Marguerite Morel, elle put enfin sortir de sa clandestinité et retrouver une existence normale. Son combat de 11 ans pour faire éclater la vérité avait abouti et elle pouvait enfin faire son deuil de son neveu bien-aimé, en sachant que justice avait été rendue. Le procès de Laurent Mercier eut lieu 6 mois plus tard. Condamné à 15 ans de prison pour homicide involontaire et recel de cadavres, il exprima des regrets qui semblaient sincères. Mais pour beaucoup, cette peine paraissait dérisoire au regard des années de souffrance qu'il avait infligées à la famille Morel. L'affaire Julien Morel laissa une trace durable dans l'histoire de Lyon. Elle révéla les failles d'un système où les intérêts économiques pouvaient primer sur la justice, où le silence pouvait être acheté, où la vérité pouvait être enterrée pendant des années. Mais elle montra aussi que la détermination d'un jeune homme intègre, relayé par l'amour indéfectible d'une tante courageuse, pouvait finalement triompher de tous les mensonges. Aujourd'hui, une plaque commémorative honore la mémoire de Julien Morel sur le site de l'ancien hôtel Lumière, qui a finalement été transformé en espace culturel dédié à la transparence démocratique. Son histoire continue d'inspirer ceux qui croient que la vérité, même enfouie, finit toujours par ressurgir. Marie Lefebvre, qui avait innocemment déclenché cette enquête, continua sa vie avec la satisfaction d'avoir contribué à rendre justice à un jeune homme qu'elle n'avait jamais connu mais dont elle avait permis de révéler le courage. Elle garda toujours précieusement le souvenir de cette matinée de juillet où elle avait trouvé, derrière une poutre disjointe, bien plus qu'une simple mochila. Elle avait découvert la voix d'un jeune homme qui refusait que l'injustice l'emporte. Cette histoire nous rappelle que dans nos propres vies, nous pouvons tous être confrontés à des choix difficiles entre notre confort et la vérité, entre notre sécurité et la justice. Julien Morel avait choisi la voie la plus difficile, celle de l'intégrité absolue, et son sacrifice n'avait pas été vain. 11 ans après sa disparition, sa voix continuait de porter un message d'espoir. Aucun mensonge n'est éternel, aucune injustice n'est définitive, et l'amour d'une famille peut déplacer des montagnes pour faire éclater la vérité. Chères auditrices, cette histoire bouleversante nous montre que derrière chaque mystère se cache souvent une vérité qui demande à être révélée. Comme Marguerite Morel qui n'a jamais renoncé à chercher son neveu, comme Marie Lefebvre qui a trouvé le courage de parler, nous avons tous le pouvoir de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Si cette enquête vous a ému, si elle a fait écho à vos propres questionnements sur la justice et la vérité, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui explorent les mystères de l'âme humaine. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être alerté de nos prochaines enquêtes. Votre engagement nous encourage à continuer ce travail de mémoire et de vérité qui honore toutes les victimes d'injustice. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets les mieux gardés de notre société.